J'aimerais peut-être passer la parole à Stefano Venturini dans un premier temps, en qualité d'agriculteur et d'entrepreneur. Oui, pour continuer sur ces habitats qui n'ont pas forcément vocation à durer dans le temps. J'aimerais que vous nous exposiez votre projet avec un fil conducteur, créer de l'économie en Corse, avec également plusieurs expériences qui aujourd'hui ont concouru à votre installation en qualité d'agriculteur et vous ont fait planter clémentines, vignes, demain du houblon, pour répondre à un... Comment ? C'est déjà le cas ? Non, c'est dans un futur proche, je crois, pour répondre à une question d'approvisionnement. Oui, en fait, c'est parti d'un constat. Je suis tout jeune agriculteur, donc ça va être très difficile pour moi de parler de l'agriculture. Mais j'étais avant chef d'entreprise et j'ai eu la chance de travailler avec Sébastien Tcheller, dont je partage ce qui a été dit précédemment. En fait, j'étais à l'initiative de plusieurs marques de spiritueux, la première qui est le whisky PM, et après la reprise de Cap Corse Mattei. C'est des choses qui ont motivé de ma jeunesse jusqu'à maintenant. Et dès que ça a fonctionné, dès qu'on a réussi, en fait, j'étais contraint à une problématique qui était l'approvisionnement de matières premières. Dès qu'on a réussi à exporter les marchandises et à être sur les marchés internationaux, eh ben la Corse ne pouvait plus me fournir la matière première pour fabriquer ces produits. Et j'ai été élevé d'une manière où, si vous voulez, le territoire est chevillé à mon corps. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre un produit corse avec une matière première qui vienne d'ailleurs. C'est le cas de nombreux entrepreneurs corses qui font partie du syndicat de l'agroalimentaire et où cette problématique est partagée. Donc très vite, dès que le Cap Corse Mattei a pris son envol aux États-Unis, on était dans l'impossibilité de pouvoir envisager un futur périn avec des raisins corses. Donc fort de ce constat et d'une expérience, je dirais, passée, je me suis dit comment être fidèle à mes idéaux. Donc j'ai vendu mes parts de la société à mes associés qui m'avaient accompagné depuis le début, qui sont des entrepreneurs corses, et je me suis lancé dans l'agriculture. Et très vite, pareil, en étant cartésien, le constat de l'agriculture, c'est quoi ? C'est que la réalité entre ce qui se passait il y a 40 ans, quand nos grands-parents commençaient à nous éduquer aujourd'hui, ce sont deux mondes complètement différents. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture comme on fait de l'industrie, et malheureusement, les agriculteurs subissent des pressions qui sont hors normes. Avant, en étant extérieur à ce monde, je pensais honnêtement que j'étais supérieur, je me voyais plus intelligent. Et j'en ai souvent rigolé avec mon petit cousin, qui est le seul agriculteur de la famille. Aujourd'hui que je suis dans ce monde-là, je me dis, il faut être fou. En fait, l'industrie, c'était facile. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que l'agriculture, c'est la Corse. On vient de familles où il y avait des bergers, où il y avait des agriculteurs. Le territoire dans lequel on a habité, où nos parents habitaient, nos grands-parents habitaient, en fait, c'était l'agriculture. Et je veux dire, on parle de la diète méditerranéenne. Ça a un rapport. Aujourd'hui, je rigole quand je vois qu'on dit, voilà, pour les déchets, il faut composter, on va vous donner des poules. Aujourd'hui, on mange des boîtes, mais quand on était petit, tout le monde avait son poulailler. On n'était pas, ça ne nous choquait pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous dites à un enfant de plumer une poule, je pense qu'il s'en va en courant. Alors. Mais tout ça, ça contribue à l'habitat. C'est-à-dire que c'était la manière qu'on avait d'habiter a fait les hommes que nous sommes. Et la manière qu'on a d'habiter aujourd'hui feront de nos enfants les habitants de la Corse et les gens qui vont véhiculer cette image. Pour moi, c'est pas du tout celle-là que je partage. Donc l'agriculture est liée à l'architecture et l'architecture est liée à l'agriculture. Et je dirais plus, c'est lié à l'aménagement du territoire, c'est lié à l'image qu'on véhicule en dehors de la Corse. Donc quand on vit loin d'une propriété agricole, qu'on produit simplement pour vendre un produit et ne pas le transformer, ne pas le manger, parce que ce qui est le cas aujourd'hui, on ne produit pas pour se nourrir ou nourrir notre famille. On produit pour vendre un produit qui va être transformé, revendu, exporté. On n'a pas cette envie de faire de la qualité, et surtout on ne peut pas se le permettre, parce qu'à un moment donné, on est rattrapé par les coûts marchés. Pourquoi je voulais lier l'agriculture à l'architecture ? C'est que si on habite sur la propriété agricole, déjà on a un regard vers l'environnement et vers la manière de travailler qui est différente, parce qu'on vit sur le lieu. Si on fait venir des gens dans ces domaines, on explique ce que l'on fait, on valorise ses marchandises, on valorise ses produits, et on a des revenus. Aujourd'hui, l'agriculteur, ce qui n'est pas mon cas, et j'ai de la chance, mais la réalité, c'est que tous les agriculteurs en Corse et de partout en France n'ont plus les moyens de vivre de leur métier. Il y a de la pénibilité au travail et ils ne peuvent en tirer aucun profit. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il faut changer. Si on arrive à aménager le territoire d'une manière
agricole cohérente, on va recréer de l'économie. On parle d'autonomie, mais il ne peut y avoir d'autonomie sans économie. Aujourd'hui, il faut rendre à l'homme sa capacité à travailler, être fier de son travail et à pouvoir en parler à ses enfants. Si demain vous demandez à un agriculteur ce qu'il va conseiller à ses enfants, il va tout lui conseiller sauf d'être agriculteur. Donc en fait, à force de faire ça, on se retrouve en Corse avec de très grosses villes, des campagnes désaffectées et surtout le risque du feu comme ça a été annoncé. On le voit à travers les forêts, mais on voit que dans nos villages, toutes les terrasses ne sont plus cultivées. Donc je pourrais en parler pendant des heures, mais la réalité c'est que l'architecture et l'agriculture, pour moi, ne font qu'un, surtout sur une île. Alors ça passe effectivement par un agriculteur qui reçoit ses clients, pourquoi pas sur ses parcelles, sur la zone qu'il a investie pour habiter, pour vivre, pour travailler. Ça passe aussi par une autre vision peut-être de l'agriculture, moins monoculture, plus parcellaire, comme un chef d'entreprise finalement penserait sa boîte. Ben, tout à fait. En fait, ça passe par une vision de l'agriculture où on divise les risques et on multiplie potentiellement les bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi, j'exploite des vignes, des clémentines, une oliveraie. Je viens de me mettre en partenariat pour faire de la polyculture et plus de la polyculture élevage. Parce qu'en fait, mon agriculture a besoin d'ovins et de caprins, parce que ça va m'éviter d'écraser mes sols avec des passages tracteurs, ça va éviter des herbages et ça va apporter du fumier. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on a des activités en Corse, l'élevage ovin n'ont plus les moyens de vivre et de travailler parce qu'ils n'ont plus accès à la terre, parce que des agricultures comme la vigne ou les clémentines peuvent se permettre de payer des loyers qui sont cohérents avec les revenus qu'ils ont, mais un agriculteur ovin n'a pas ces moyens-là. Il n'a pas accès à la ressource. Tandis que si on superpose sur le même terrain différentes agricultures, on peut à ce moment-là créer une chaîne, je dirais, solidaire, qui est gagnant-gagnant. Alors, on a compris que dans cette vision de l'agriculture, il y avait la volonté de proposer une offre agricole couplée à une offre d'hébergement. Quand vous commencez à réfléchir à ce projet de manière un peu globale, vous vous adossez à des partenaires, et notamment Paolitech et l'ESA. Oui, toujours. Ça a toujours été ma façon de faire. En fait, je suis autodidacte et je suis toujours allé vers les sachants. Donc, je me suis toujours dit qu'à plusieurs, on était plus fort, surtout avec des gens plus intelligents. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est que si on veut être cohérent, encore, ça marche un petit peu. C'est Saint Thomas. On croit ce qu'on voit. Donc, comment on ouvre la voie? En montrant l'exemple. Et comment on montre l'exemple? En étant irréprochable. Et pour être irréprochable, il faut s'adosser à des gens qui ont la compétence. Et surtout, il faut se confronter à des regards différents. Savoir admettre des erreurs, savoir se remettre en question et savoir, de manière quantifiée, avoir un regard aussi sur qui on était il y a 20, 30, 40 et 50 ans. Et je pense que cet échange nous permettra d'avancer. Donc c'est pour ça que je suis allé rechercher l'école spéciale d'architecture, que je remercie, mais aussi Paolitech. Et moi, je suis très, très heureux de savoir qu'il y a la filière ingénieur agronome qui ouvre, en dehors de celles qui sont déjà ouvertes. Mais c'est ce qui s'est toujours passé. Si on arrive à, je dirais, prendre une partie de chacun, je suis persuadé qu'on va y arriver. Alors, je voudrais qu'on vous donne la parole, Alexandre Schrepfer, pour justement nous dire comment vous vous êtes emparé de ce projet avec votre promo. Alors, merci. Comment on s'est emparé de ce projet? Assez simplement, finalement, parce que ça a démarré par une rencontre qui avait déjà été lancée par une précédente architecte qui avait rencontré Stéphanou. Elle nous a amenés en Corse, on s'est vus. Et il y a eu un travail déjà avec des premières années d'architecture qui ont, durant tout un semestre, réfléchi à cette notion d'habiter. Alors, habiter sur un territoire agricole, comment habiter de façon, on va dire, relativement sommaire, légère, qui puisse, en fait, que ces habitations puissent porter le minimum atteinte au territoire. Donc nous avons axé notre recherche dès le départ avec ces étudiants sur cette question du prendre soin des milieux habités. Alors il y a eu toute une série de réponses qui se sont faites, de propositions, on va dire plutôt, par ces jeunes étudiants. Et puis naturellement, quand tous ces résultats ont été présentés en Corse sur le terrain de Talonne, le terrain de Stefano Venturini, de la SAS Capo Alle Serre,
Et ça a donné lieu à une deuxième recherche, donc là qui s'est lancée un petit peu plus structurée en master, et c'est celle qui va vous être présentée là maintenant. Alors, on a vu ce matin beaucoup de travaux appliqués dans des domaines professionnels. Là où vraiment c'est un travail pédagogique, mais dans une situation réelle, avec une approche située, puisque c'est le nom de notre domaine expérimental de master, s'appelle expérimenter. On essaye de développer vraiment des choses autour de la question de la pensée et du faire. Et donc ce travail mené sur les écologes, pour y venir plus particulièrement sur le terrain, donc là a évolué avec une approche vraiment relativement pointue pour les études en master. La première image, si on peut revenir, voilà, d'une étude déjà du sol et du milieu, des milieux dans lesquels nous nous situons. Alors la question des essences, évidemment, de la faune, de la flore, les essences d'arbres présentes. Et puis, assez rapidement, on s'est orienté vers deux ressources. C'est ce qu'on verra à la fin. Mais ces deux ressources-là étaient l'eucalyptus et le liège. Alors, un cahier des charges, dès le départ. Un cahier des charges donné par Stefano Venturini, qui nous indique, bon, moi, il faut que ces petits habitats, ils soient grutables, ils puissent se poser. Et j'aimerais qu'on travaille avec une base de containers. Ça me permet d'avoir un clos couvert. Ça me permet de résoudre déjà cette question du clos couvert. Et puis, de notre côté, avec les étudiants, on a travaillé sur la notion d'enveloppe, la notion de thermique, en relation directe donc avec Paolitech, puisque dans cette section Smart Building, il développe beaucoup cette question de la thermique, et c'est ce que nous aimerions en fait emmener dans les mois qui viennent, c'est-à-dire comment travailler sur des enveloppes qui puissent allier deux ressources locales, voilà, des filières finalement très peu exploitées. Alors, ces deux filières-là, voilà, on sait, alors c'est un travail qui est en démarrage en fait, mais on s'est rendu compte assez rapidement que le liège, finalement, il y avait une filière liège en Corse, mais qu'elle était inutilisée, ou plutôt qu'elle était tout de suite exportée. C'est que c'est la Sardaigne en fait qui utilise beaucoup le liège. Comment il pourrait être réutilisé au sein de la Corse. Et puis la question de l'eucalyptus, qui est un arbre, qui a une essence qui est arrivée pour assécher les marais au départ, et qui aujourd'hui finalement est peu utilisé, peu exploité, qui peut être un formidable outil pour réaliser des bardages et pallier aussi à des questions thermiques en complément donc du liège. Donc la réalisation que vous venez de voir là et que vous avez également sur les panneaux, donc est en cours d'étude. Voilà, et avec les étudiants, nous serons là au mois d'avril prochain pour réaliser donc des prototypages à l'échelle 1 avec la SAS Capoal et Serré. L'objectif ensuite, avec des étudiants Paolitech, nous l'espérons, de pouvoir établir des mesures sur ces prototypes, de voir dans quelle mesure ils sont pertinents et faire évoluer en fait cette recherche d'une manière pédagogique qui ira peut-être dans des pistes beaucoup plus, je dirais, peut-être de l'ordre de la recherche appliquée, comme on a pu le voir juste avant avec nos collaborateurs italiens. Très bonne présentation sur les panneaux. Voilà, donc cette histoire en cours, c'est un petit peu comme ça qu'elle se mène en ce moment. Alors j'aurais aimé laisser parler les étudiantes finalement qui présentaient leur projet. Hein. S'il nous reste quelques secondes, c'est peut-être à elles que j'aurais aimé donner la parole. Que rajouter sur ce projet? Donc c'est vrai que la contrainte était surtout de créer un habitat qui puisse être grutable pour ne pas impacter le sol qui est fortement réglementé puisque c'est un terrain agricole. Et donc de travailler avec des conteneurs qui étaient eux-mêmes déjà habitables, mais qu'on pouvait justement rendre un peu plus agréables en choisissant des solutions qui étaient locales, puisque notre travail du coup sur le vivant qui a été fait en amont nous a permis de se rendre compte vraiment des enjeux, surtout des contraintes que les ressources de cette île en fait offrent.
Et c'est vrai que le liège et l'eucalyptus, c'est ce qui nous a paru le plus sensé, puisqu'en fait, c'est des ressources qui ne sont très peu en tout cas utilisées sur ce territoire, et pourtant elles sont remplies sur notre site en tout cas. Aujourd'hui, puisque la filière liège, moi pour avoir grandi dans une région comme Porto Vecchio, c'était quand même, il y avait des usines à liège chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai. Et oui, du coup, on s'est rendu compte que ces matériaux, en fait, ils sont très peu utilisés aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Et on s'est dit, du coup, grâce au partenariat entre les deux écoles, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'emmener, du coup, la filière liège et la filière, pourquoi pas, l'eucalyptus ou d'autres matières. Mais en tout cas, on s'est concentré sur celle-là aujourd'hui. Et pour pouvoir, du coup, les développer et espérer, du coup, développer ces filières en Corse et éviter, du coup, d'utiliser l'importation et plus développer, du coup, l'économie, comme parlait Monsieur Venturini tout à l'heure. Bon, là, après, on a une problématique liée à la création de ces filières ou à leur relance, qui est, bien sûr, je vous en prie, Sylvia, Stéphane, puis Sylvia. Non, parce que c'est d'actualité. Avec l'Ordre des architectes, lundi, on était réunis à l'Audarc avec le syndicat des subériculteurs, des liégeurs, le Sylvacop, donc l'Audarc, les représentants des propriétaires forestiers. Et c'était la première fois que tous les acteurs de la filière se réunissaient. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même aussi un gros problème de relance de la filière, mais on y travaille et en tout cas on est acteurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement en Corse, il y a de la ressource. Donc la ressource n'est pas un problème, il faut juste mettre en route le processus. Stéphane, peut-être un complément ? C'est pas pour porter une critique sur les campings que nous pouvons avoir en Corse, il en faut, mais je pars encore d'un constat. On voit le nombre de mobil-homes qu'on importe. Ces mobil-homes ne repartent pas, on les retrouve chacun quand on monte dans nos villages, au coin d'une parcelle, interdit ou pas, peu importe, c'est une pollution. Je comprends les gens qui les mettent et je ne vais pas leur casser du sucre sur le dos. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce constat existe et ne va faire que s'amplifier. Les filières existent, comme vient de le dire par la présidente. Elles sont en cours de construction, mais il y a des entreprises en Corse, Calisté, Dilène, il y a plusieurs entreprises qui se lancent dans ces habitats. C'est à nous de leur donner les moyens de se développer et de réfléchir avec eux sur quelque chose qui est acceptable pour la Corse. Je veux dire, moi, la première chose que je vois, en dehors de la pollution que peuvent générer par le transport et par le fait que ces mobil-homes restent ici, c'est surtout le manque de création d'économie. Il n'y a plus de carreleurs, il n'y a plus de maçons, il n'y a plus d'électriciens, il n'y a plus rien. En fait, on devient une population d'assistés qui importons tout. Alors, ça part de la nourriture jusqu'à l'habitat. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Je ne vais pas faire l'indépendantiste extrémiste, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vivre sur ce territoire, il faut qu'on crée de l'économie, il faut qu'on soit autonome économiquement, et ça passe par la construction, par les filières qui vont empêcher le feu, qui vont créer des emplois, qui vont être transformés. Donc, c'était aussi pour ça que quand j'ai demandé Grutable aux étudiants, il y avait cette idée déjà de travailler avec différentes sociétés corses pour pouvoir créer de l'emploi. Voilà. Merci. On va passer la parole à votre voisine, Alicia Tramogne, Orsigne, Ormar, qui était Tours, ici à Corté, à Balir, et dont vous avez peut-être vu les locaux. On s'arrêtera d'ailleurs, puisqu'on va peut-être projeter quelques-uns de vos travaux et votre agence, votre bureau en fait partie. Alicia, une architecture, puisque vous êtes architecte du patrimoine, une architecture qui prône la localité de manière générale. Alors on parlait des ressources il y a quelques instants, mais pas que. Il y a des travaux, en particulier des projets que vous avez réalisés en partant d'un constat simple. Il faut effectivement répondre à une logique sur chacun des territoires. Et chez nous, on a pas mal de diversité en matière de paysage et de contexte. Exactement. Donc, en tant qu'architecte, il me semblait important de montrer différentes expériences qu'on peut avoir sur notre territoire corse. Je pense que c'est une manière d'apporter un certain nombre de réponses à différents questionnements. Donc une architecture territoriale, parce que même sur notre territoire corse, on a des micro-régions qui ont des spécificités. Donc on sait très bien que la Corse, elle a une grande diversité des paysages, qui est liée notamment de par sa géologie, on va dire, très riche. Et aussi, on a affaire à des climats qui sont complètement différents. Donc là, j'ai voulu tout d'abord montrer deux exemples. Donc un qui est construit donc dans un territoire plutôt montagneux,
Donc à Christinach, exactement. Peut-être je vais prendre ça. Donc là, ce sont des logements communaux en bois. Exact, voilà. Donc 3 Alors là, on est dans le logements. circuit très court, en l'occurrence. Exact, voilà. Donc ça répond un petit peu au questionnement qu'on avait tout à l'heure. La ressource, on l'a. Donc une des ressources dont on parle très souvent, c'est voilà, la ressource en bois. Donc on connaît très bien l'histoire. Donc là, c'est Christinach. On connaît très bien l'histoire de nos forêts, les anciennes forêts domaniales qui sont aussi aujourd'hui territoriales, de Pin-la-Riche. Donc je ne vais pas parler de la qualité de ce bois que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus du tout un bois qui est utilisé pour l'œuvre. Et il n'est même plus du tout utilisé parce qu'on a fait il y a quelques années une étude sur les sites des maisons forestières et malheureusement, les forestiers nous disaient qu'ils ne... à part faire de l'entretien de leur forêt, ils n'exploitaient plus leur forêt. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est dit que c'était quand même l'occasion de pouvoir se saisir de cette problématique. Bon, ça a été, je dirais, un long parcours, très difficile, mais on a quand même essayé de s'y pencher pour essayer de faire sortir de terre ce projet-là. Donc, tout d'abord, donc on a réalisé un bâtiment sur lequel on a travaillé longuement avec des ingénieurs spécialisés dans le bois, où la première étape, c'était de déjà concevoir une structure qui réponde à notre problématique majeure en Corse, l'absence de séchoir artificiel. Donc c'est un petit peu l'argument numéro 1 qu'on nous prône sur on n'utilise plus le bois en Corse parce qu'on n'a pas de séchoir. Donc on s'est dit tout d'abord mettre en œuvre une structure qui ne nécessite pas un séchoir artificiel et ensuite refaire comme faisaient les anciens, le sécher naturellement, couper le bois lorsque la lune est intéressante où on a la sève descendante, le laisser sécher pendant presque un an debout dans un courant d'air. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc il faut pas être pressé, voilà. Mais bon, il fallait le faire, je pense, c'était important. Donc on a fait ce travail donc de sélection de ces différentes grumes de bois qui ont été coupées dans la forêt d'Ayton et donc située à 8 km du site du projet. Ensuite, nous avons débité ce bois donc dans la série d'Albertach à 34 km pour enfin donc le mettre en œuvre chez les charpentiers de la Corse, à Piedigrigio. Donc tout ça dans un rayon de 60 km. Donc ce qui a été quand même intéressant aussi de cette localité, c'était que le bois évoluait vraiment dans son environnement proche tout le long de sa vie, ce qui lui a permis de vraiment bien s'adapter donc à l'environnement final où il va être mis en œuvre. Voilà. Ensuite, il est revenu sur site. Donc, je redézoome un petit peu sur l'histoire du projet. C'était le maire donc, de Christinach qui nous a fait cette commande sur une parcelle qui contenait donc, une ruine en parpaing, donc qui était très peu esthétique, qui dénotait complètement dans ce village. Donc l'enjeu, ça a été de suite de se saisir de cette problématique de construire en bois local, donc vraiment de la forêt d'à côté, sachant qu'on connaît toutes les forêts dans toutes les régions, donc je dirais cette problématique pourrait être vraiment dupliquée sur de nombreux territoires corses. L'absence de séchoir finalement artificiel a fait que nous avons mis en place une structure pas mur à ossature bois, ce qu'on a l'habitude de mettre en œuvre dans les structures bois, mais là on est sur un système poteau-poutre. Et finalement, on s'est dit que c'était intéressant que le bois, cette structure, soit apparente pour en quelque sorte parler de ces constructions massives, parce qu'on est quand même dans un territoire minéral, un village de granit où on voit ces chaînages d'angles, ces linteaux, où on lit les descentes de charge de la matière. On a souhaité finalement que le bois soit mis en œuvre de la même manière.
Et ensuite, donc, ils se mettent à griser petit à petit. Et la colorimétrie permet finalement de s'inscrire très très bien dans ce village. D'ailleurs, il a été plutôt, même très bien accepté par l'ensemble des habitants. Et c'est un bâtiment durable et passif, hein, en l'occurrence. Exactement. L'autre aspect qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est construire des logements collectifs, entre guillemets, dans un village, mais que les gens vivent à la manière du village. C'est-à-dire que chaque entrée, on n'a pas de locaux, enfin, on n'a pas de commun. Chaque entrée est indépendante, donc on vit comme au village, hein, on est comme dans sa petite maison de village. Et ensuite, l'autre aspect, c'est qu'on est sur un bâtiment passif, donc avec une labellisation passive. Donc aujourd'hui, vous avez dans ces logements une conception qui permet de ne pas avoir ni chauffage ni climatisation. Donc à Christinach, c'était très difficile de le faire entendre aux habitants parce qu'on est quand même à plus de 800 mètres d'altitude, on a des hivers qui sont très froids. Sur quoi vous avez joué donc le bois, effectivement, qui laisse passer la fraîcheur en été, peut-être l'exposition. L'exposition, donc on a des grandes baies au sud qui permettent d'avoir une chaleur importante. Avec les thermiciens, on a travaillé aussi sur l'occupation. Il nous a manqué pendant un hiver 1 ou 2 degrés, parce que là, ça fait 3 ans qu'il est en fonctionnement, 1 ou 2 degrés, parce qu'un logement qui était conçu, un T3 pour 3 personnes, n'a accueilli que 2 personnes. Donc ça a été le petit bémol, où justement, c'est vraiment des calculs très fins, où on calcule même la chaleur émise par les hommes, donc pour pouvoir les mettre en œuvre. Et par contre, souvent, il faut faire preuve de psychologie, entre guillemets, c'est qu'on a dû on a mis des mini-chauffages de 500 watts, hein, bon, c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. En fait, pour l'acceptation. C'est-à-dire que les personnes qui allaient vivre là, on ne pouvait pas leur dire « Regardez, vous n'avez pas de chauffage ». Mais en fait, on s'est aperçu qu'ils s'en servent pas. Mais mentalement, ça les a rassurés pour... Voilà, c'est un peu l'effet placebo, quoi. Voilà, exactement. Donc, ils auraient pu être factices, ça aurait marché tout autant. Voilà. Alors ça, c'est pour l'exemple en montagne, où on cherche finalement à avoir chaud l'hiver et un petit peu de fraîcheur l'été. Voilà, la conclusion aussi, c'était le bien-être qu'on recherche, hein, dans tous les projets qu'on met en œuvre. C'est aujourd'hui en Corse, hein, on est face au réchauffement climatique, c'est notamment un confort d'été. On est très à la recherche de cette notion parce que c'est plus facile de se chauffer l'hiver que de se rafraîchir l'été. On en est tous bien conscients. Mais quand on descend en plaine, alors je sais que vous avez bossé sur un projet d'école à Bastia. Voilà. Là, on travaille sur l'ombre. Voilà, donc là, le bois, il était propice parce qu'on a des températures l'été qui sont très fraîches la nuit, donc on arrive à se ventiler très facilement. Mais ensuite, donc un autre exemple, donc qui est en chantier à l'heure actuelle. Donc c'est l'extension de l'école des Findines à Bastia. Donc là, on est vraiment sur un territoire de bord de mer, hein. On voit même la mer qui est vraiment toute proche. Où sur ce projet, on a vraiment du coup travaillé sur 2 aspects. Donc vraiment l'ensoleillement. Donc on a utilisé donc des grandes coursives qui permettent au sud, comme vous pouvez voir sur la coupe, hein, qui permettent vraiment de s'abriter du soleil. Et ensuite, on a travaillé plutôt sur de la minéralité. Donc là, on a travaillé sur du béton. La Corse, c'est quand même un territoire minéral, hein, on va dire historiquement. Donc on a souhaité, à la manière dont les anciens construisaient et travaillaient cette masse et cette inertie qui nous apportait ce confort, on a souhaité utiliser les mêmes procédés. Donc là, on peut voir donc les espaces, donc les grands espaces de coursives qui... Pour exemple, donc ça c'est une photo en plein hiver, solstice d'hiver, on a vraiment une luminosité qui est importante et qui nous chauffe vraiment l'ensemble de ces espaces, alors que l'été, on est vraiment complètement à l'ombre grâce à ces épaisseurs de façade de près de 3 mètres. Voilà. Merci. Et je crois que pour conclure, Alicia, il y a aussi cette notion de construire durable, mais de traverser aussi le temps et les époques avec peut-être des bâtiments évolutifs, adaptables.
Oui, après, voilà, c'est vrai que la durabilité, au-delà de la notion, je dirais, d'énergie, de ressources, hein, une notion que tout le monde se saisissait très bien, je dirais en tant qu'architecte, c'est vrai qu'on est plutôt aussi à la recherche d'une certaine intemporalité architecturale. Parce que on essaye, je dirais, dans l'architecture qu'on va mettre en œuvre, d'étudier un petit peu vraiment nos paysages, l'architecture vernaculaire qu'on retrouve, et essayer, sans mettre en place une notion d'une architecture nostalgique, mais essayer vraiment de découler de cette histoire et essayer d'ancrer une contemporanéité dans des territoires, et ça passe notamment, je dirais, par l'utilisation de certains matériaux, donc bien sûr qui nous offrent une pérennité et une intemporalité architecturale qui peuvent traverser le temps, mais même de la matière, donc avec notamment l'utilisation de la pierre. Donc là, c'est l'exemple de notre agence où donc on s'est implanté dans un ancien quartier pastoral au pied des remparts de la citadelle de Corté, tout en réalisant donc une bâtisse contemporaine. On a voulu, en réinterprétant les larges fenêtres qu'on retrouve sur les pignons, les toits en pente, l'utilisation de la pierre de site. Hein. Donc là, on a un mélange de schiste et de granit, parce qu'on est dans des terrains alluvionnaires. Et ça permet finalement d'ancrer cette architecture à notre territoire et de lutter finalement contre cette internationalisation qui malheureusement est triste aujourd'hui, qui dénote un petit peu dans nos paysages. Donc voilà un autre exemple. Donc encore un travail sur la minéralité. On travaille beaucoup sur notamment le béton, parce qu'aujourd'hui on a une forte problématique, notamment pour la ressource pierre. Il nous reste une carrière de schiste, mais nous n'avons plus de carrière de granit en Corse. On a seulement des carrières d'agrégats. Donc, du coup, malheureusement, on essaye quand même d'utiliser cet agrégat local pour retravailler cette minéralité qui, quand même, est présente dans nos paysages et sur nos territoires. Voilà, et les logements qu'on a montrés à Christinacci, où l'utilisation du bois est très ancienne également. Merci beaucoup, Alicia. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions, envie de commenter ce qui vous a été présenté? Oui. Oui, bonjour. Sur Christinacci, je suis curieux, on parlait de matériaux d'isolation ce matin. Vous avez utilisé quoi et quelle épaisseur sur les murs et dans le toit, par exemple? On a de la laine de bois et on a 20 cm d'épaisseur. Même sur le toit, il n'y a pas plus que... Oui, sur le toit, je croyais sur les murs. Oui, sur le toit, on est à 30 cm. Oui, on a forcément des très grosses épaisseurs de complexe, effectivement. Moi, je voulais saluer votre travail, d'essayer de travailler avec des matériaux locaux, y compris sur le bois où c'est pas facile. Le bois, à mon avis, est un des matériaux les plus adaptés à l'habitat durable. Il se trouve que la Corse est la région la plus boisée de France, qu'elle dispose de Pin-la-Riccio, qui est un formidable bois d'œuvre. L'ODARC a fait tout un travail sur les qualités structurelles de ce matériau et par ailleurs a mis en place un label qui s'appelle Legnum Corsica, qui permet, lors des appels à projets publics, de demander en fait du bois corse sans le demander réellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger dans un marché public d'avoir un bois venant d'une région. Par contre, on peut demander un label. On a des sieurs, on a l'ONF, on a PBFC qui s'occupe de gérer le développement durable, l'entretien ou l'exploitation durable des forêts. On a des entreprises qui ont été citées tout à l'heure, qui font donc des charpentiers qui travaillent sur de la construction modulaire. J'aimerais savoir, dans les marchés publics actuels,
quel est le pourcentage sur la commande du bois. Parce qu'à un moment donné, faire des colloques et donner des conseils, c'est bien, mais donner une impulsion réelle serait vraiment importante. Pour information, la filière du bois, c'est environ 800 personnes. En Isère, c'est 10 000 personnes. Donc, il y a non seulement un potentiel de développement économique local, dans la mesure où c'est fait de manière durable, bien sûr, et il ne s'agit pas de faire des coupes rases. Donc, c'est du développement durable, local, et un développement économique. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi cette filière ne parvient pas à se remettre en place. Donc, quel est aujourd'hui le pourcentage de construction en bois dans les marchés, dans le marché public? Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Bon, juste une petite anecdote, justement, vous parlez de marché public, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas des moindres pour l'utilisation d'un bois local. Donc nous, au moment où on a réalisé le projet, il n'y avait pas de labellisation. Donc notamment, on a travaillé avec l'Audarc qui, on va dire, a suivi notamment le bois pour mettre en place cette labellisation. Et nous, du coup, au moment où on a lancé le projet, un des premiers obstacles, ça a été comment on fait du bois corse si on ne peut pas écrire dans notre CCTP du bois corse, et qui plus est, devait être pas du bois d'une autre forêt, du bois d'Ayton, parce qu'on a quand même tout un tas de forêts en Corse et on voulait essayer de développer un projet d'une micro-localité. Donc du coup, on a essayé un peu de détourner, enfin pas détourner, enfin, c'est tout à fait légal ce qu'on a fait. On a lancé un premier marché de coupe de bois avec la commune, donc en collaboration avec la collectivité territoriale, bien sûr, qui était propriétaire de la forêt. Et du coup, dans notre CCTP, c'était le scieur qui récupérait les grumes en bord de route qu'on lui donnait. Donc du coup, ça nous a permis de mettre en œuvre le bois qu'on avait choisi. Voilà. Mais malheureusement, il faudrait quand même mettre en place des procédures un peu plus normales pour éviter ces doubles procédures qui sont un peu lourdes pour des petites collectivités notamment. Oui, pour poursuivre par rapport à cette question, on se heurte toujours au même paradoxe, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'écueil principal, c'est le contrôle de légalité de l'État sur les marchés. Et la question qui se pose pour le bois, elle se pose d'ailleurs pour énormément d'autres choses. Ça peut être, déjà en premier lieu la LOZ, hein, c'est-à-dire que on l'a fait un certain nombre de fois de prescrire pour des petits marchés de la LOZ d'Oretz, et par chance, c'est passé entre les mailles des... Oui, voilà, non, mais ça, c'est possible. Alors après, c'est que sur ce projet-là que tu présentais, Alicia, ce qu'il faut dire, c'est la volonté politique et l'implication d'une équipe municipale qui est relativement rare à ce niveau-là d'implication, avec le fait d'assumer certainement un surcoût par rapport à ce qui aurait été une opération classique, parpaing, laine de verre, menuiserie PVC, bien sûr, les délais en plus, voilà. Mais c'est une réflexion et c'est la seule qui se dessine aujourd'hui. Mais après, la question, c'est le monde technocratique face au mode de pensée artisanal. La question de la LOZ, c'est ça, c'est qu'on demande de la LOZ corse, mais un couvreur, il nous dit le problème, c'est que la LOZ corse, tu n'as pas de fiche technique, je ne peux pas te garantir qu'elle a telle résistance, et l'entreprise, lui, est censée pouvoir assurer la durabilité du matériau qui fournit et pose pendant 10 ans. Dans tout un tas de territoires, ça se fait très bien, on met des distances maximales. C'est une vision, une lecture juridique des textes et de préférences. Voilà, ça... Oui, bonjour. Vous avez parlé de 30 cm de laine de bois dans les cômes. C'est un toit plat. Hein. Un toit plat. Mais vous obtenez un rendement thermique de 6. Si vous essayez de chercher la basse consommation, il ne faudrait pas augmenter ces épaisseurs et atteindre 8 ou 9 en échelle. Alors, je vous avoue que je ne suis pas ingénieur thermique. Je travaillais avec des ingénieurs thermiques sur ces sujets où
en collaboration parce que je ne suis qu'architecte, hein, donc je me suis entourée d'ingénieurs structure bois, ingénieurs thermiques, enfin voilà, où on a fait... Voilà. Vous avez parlé de 30 cm. Oui. Le rendement thermique de la laine de bois à 30 cm, vous obtenez que du 6. Le R, le rendement thermique. Oui. Si vous cherchez des maisons autonomes, il faudrait peut-être essayer de voir à augmenter un petit peu cette charge, qui est le même matériau, mais avec une plus-value très minime. Vous avez parlé qu'il vous manquait 2 degrés au niveau du chauffage, parce que vous aviez... Alors non, nous a manqué 2 degrés en hiver, parce qu'un appartement qui était destiné à avoir 3 personnes... Bon, attention, hein, ils ont eu sans chauffage 18 degrés en plein hiver. Hein, il n'y a pas de problème. C'était pas trop mal, quoi. Le rendement thermique de la... J'ai rebondi sur les 30 cm parce que ça m'a choqué. Normalement, vous êtes censé rechercher plutôt le 8 ou le 9, donc c'est plutôt 40-45 cm. Ok. Après, on a une toiture végétalisée, hein, qui quand même nous permet de jouer aussi sur cette thermique, voilà, pour info. Pour la ventilation, vous avez parlé que vous aviez aussi des soucis pour refroidir le logement. Ah non, pas du tout. Non, en plein été, s'il fait trop chaud, vous avez dit qu'il fallait chercher éventuellement des solutions peut-être pour refroidir. Ah non, c'est seulement du naturel, hein. Il n'y a pas de rafraîchissement. Et vous obtenez les températures normales Ah oui. Ben, vous êtes à 800... là, on est en partie haut du village, à quasi 850 mètres. Donc, dans la vallée, avec des courants d'air constants, vous avez des rafraîchissements nocturnes assez considérables. Hein. Donc, c'est pour ça que c'était plutôt adapté à ce territoire de montagne. Dans la plaine, vous auriez aussi la solution du puits canadien. Voilà. Par contre, sur la plaine, on est bien d'accord que c'est pas du tout une solution qui aurait été adaptée. Merci. Alors, puisqu'on était sur le toit avec les toitures végétalisées, je voudrais, Roberta, que vous demandiez à notre autre intervenant, Antonio Galliano, comment lui travaille en Sicile à partir de la roche volcanique pour justement améliorer les propriétés de sa toiture. Va bene, grazie. Allora, intanto voglio ringraziarvi per averci invitato. Questo ci consente di continuare una collaborazione, di migliorarla, e oggi devo dire tantissimi spunti interessanti, e ho scoperto che veramente parliamo la stessa lingua, tanto è vero che mi avete suggerito di parlare in italiano. Che cosa faccio come ricerca all'Università di Catania? Noi studiamo molto sulla efficienza energetica degli edifici. Rispondo subito alla sollecitazione relativa alla possibilità di sfruttare quelle che sono le risorse naturali, anzi ancora di più, di fare diventare risorsa quella che oggi è spesso il rifiuto. Porto un esempio. Catania sorge ai piedi di un vulcano, che è l'Etna, e ha la buona abitudine di avere delle eruzioni vulcaniche che emettono tantissima cenere vulcanica. Questa cenere vulcanica, oltre che poter essere fonte di inquinamento atmosferico, deve essere rimossa. E quando viene rimossa è un rifiuto, e quindi ci sono dei costi anche per smaltirli e portarli nelle discariche. La nostra idea, che richiama altre attività che abbiamo sempre svolto in questo campo e che sono volte a migliorare l'efficienza energetica anche di edifici esistenti, quali per esempio quelli che sono stati realizzati negli anni 70, di costruire su questi terrazzi, spesso abbandonati, sicuramente che non hanno pregio architettonico, di realizzare quelle che si chiamano green roof o tetti verdi. Queste strutture, questi tetti verdi hanno diversi strati, e uno di questi strati è proprio quello destinato a fungere da terreno di coltura. E allora l'idea è stata quella di provare a vedere se queste ceneri, tal quali o
miscelandole con il normale terreno, fossero in grado di sostenere la crescita di piante tipiche dei green roof. Ricordiamoci che i green roof non sono, diciamo, dei giardini, ma semplicemente nascono per ospitare vegetazioni che possono durare tutto l'anno, debbono essere molto robuste, richiedere poca acqua. E quindi i tetti verdi hanno tanti pregi, non sto qui ad elencarli, ma lo scopo nostro principale in questo caso era quello di vedere se questo rifiuto, la cenere vulcanica, si potesse trasformare in risorsa. E le sperimentazioni che abbiamo fatto, devo dire, sono molto promettenti e ci inducono a poter valutare una utilizzazione su larga scala di questo sistema. Volevo dire, se posso, rapidamente altre due cose. Mi piacciono tantissimo queste parole: valorizzazione, formazione, sensibilizzazione, che trovo perfette per quello che riguarda il nostro patrimonio edilizio, che è la nostra storia e la nostra cultura, e che noi dobbiamo valorizzare. Per valorizzarla dobbiamo studiarlo in maniera approfondita, dobbiamo capire esattamente come si comportano i nostri edifici, perché hanno delle caratteristiche, ognuno ha delle sue caratteristiche, e quindi va studiato approfonditamente per capire come rispondono oggi questi edifici ai cambiamenti climatici. Sono ancora adeguati? Non lo sono? Dopo che noi sappiamo questi edifici anche come sono utilizzati, siamo in grado di sapere qual è il loro effettivo fabbisogno energetico. Questi edifici non sono scatole che dobbiamo riempire con la pompa di calore, isolare termicamente con una quantità standard di spessori di isolamento termico, che dobbiamo installare una quantità fissa di pannelli fotovoltaici. Non è così. Ogni edificio va studiato per se stesso. Dopo che l'abbiamo studiato, possiamo dire di quello di cui ha bisogno. E prima di installare la pompa di calore, l'impianto fotovoltaico, dobbiamo pensare a quello che si chiama il funzionamento passivo. Questi edifici possiamo pensare di sfruttare la loro inerzia termica per ridurne il fabbisogno? Sì. Nel periodo estivo possiamo sfruttare la ventilazione naturale per raffrescarli? Probabilmente sì. Quando? Sempre. Il clima che cambia ci consentirà sempre di sfruttare le vecchie, ormai chiamiamole così, diciamo, tecniche di raffrescamento passivo, la ventilazione notturna. Noi a Catania quest'anno abbiamo avuto ondate di calore che sono durate 10 giorni e quindi c'è poco da fare. Quindi dobbiamo pensare a quali tecniche in questi edifici dobbiamo poter inserire. E vado ancora oltre, l'ultima cosa che dico, e oggi dobbiamo fare molta attenzione, perché questi cambiamenti climatici, ripeto, noi abbiamo avuto un'esperienza di un blackout molto lungo quest'estate a Catania, durato 3 giorni, e lì abbiamo scoperto quanto siamo fragili. Dobbiamo organizzare i nostri edifici, le nostre città, a poter rispondere a queste condizioni che ci troveremo a dover affrontare sempre più spesso. Grazie. Alors, par rapport à un point particulier là, qui vient d'être dit, la question pour connaître ce sur quoi on travaille, bien sûr, il faut l'étudier. On évoquait en introduction avec Sylvia la question de la ressource locale. Une ressource locale qu'on a en Corse qui est importante, c'est la matière grise. On est ici dans la serre dans laquelle elle croît. Et par le prisme de notre profession d'architecte, quand même, dire que depuis 2018,
on essaye d'exploiter cette ressource avec notre institution qui est le Conseil de l'Ordre. On n'a pas d'école d'architecture. Mais on a constaté, on le sait, que c'est un métier qui attire de plus en plus des jeunes Corses qui partent de plus en plus nombreux. Alors avec Alexandre qui est là, on s'est connus il y a quelques années par hasard dans un jury à l'école spéciale d'un projet en Corse. Voilà, on se retrouve là, c'est intéressant. On a une architecture corse qui s'exporte et qui se fait connaître au-delà de l'île. Et donc, qui reçoit des prix, puisque Alicia a eu la modestie de le taire, mais prix national aussi, pour Christinach et pour les logements de Christinach. Voilà, donc l'exploitation de cette ressource, c'est aussi le travail qu'on fait depuis des années sur le développement autant qu'on le peut. Alors avec l'université qui a vraiment déroulé un tapis rouge, et notamment à travers Polytech, alors Michael qui est là, qu'on remercie parce que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble pour le développement sous diverses manières de l'enseignement de cette discipline qui est l'architecture en Corse. Donc l'intervention au sein de l'école d'ingénieurs, c'est une chose, ce diplôme universitaire qui a été monté. Aujourd'hui, c'est le cycle de HMO, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, en partenariat avec Versailles. Préalablement, c'était avec Montpellier. Donc, avec des partenariats avec des écoles d'architecture. On a l'école spéciale, là, donc je tends une perche pas du tout discrète. Et donc, c'est pour lesquels on est globalement demandeur. Après, on pourra aller plus loin peut-être, mais on est dans une dynamique, en tout cas, vraiment de développement de cette idée du renforcement d'un enseignement. Et encore une fois, parce que je réagis aussi de manière générale à certains griefs qu'on peut nous faire. C'est pas de l'entre-soi d'une école pour ici, mais je rebondis aussi sur ce que disait Steph. On prend exemple sur les autres, c'est une chose. Les moyens qu'on a de pouvoir être exemplaires, Alexia dans sa pratique le montre et bien d'autres, sont nombreux, et y compris les problématiques qu'on rencontre en Corse qui sont exacerbées par l'échelle du territoire qu'on est, surconsommation, mitage du territoire, les problématiques littorales, le lien avec l'agriculture et l'économie, les problématiques de pauvreté sociale. Donc là aussi, on est dans un territoire vraiment sujet à de très très fortes inégalités. Peut aussi servir de creuset de réflexion transposable ailleurs. Non, moi je voulais revenir sur la question agricole, parce que on est passé, puis après on est passé au bois et tout ça, et donc je reviens un peu en arrière sur les propos de Fanou, et puis aussi peut-être de M. Tcheleri dans la partie introduction initiale. Moi je pense que, je voudrais un commentaire un peu général. On a quand même dans le bâti traditionnel une constante qui est qu'on ne consomme pas de terres agricoles. Le bâti traditionnel ne consomme pas de terres agricoles. On construit sur des endroits où on ne peut pas cultiver, où on ne peut pas planter. Quand il s'est agi d'avoir des extensions urbaines dans les, on va dire, 50 dernières années, on a consommé énormément de terres agricoles. On peut même dire qu'on a consommé les meilleures terres en proximité des zones déjà construites. Et c'est un fait, je pense que je n'invente rien, Fanou, tu seras d'accord avec moi. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de très près. Moi, je suis frappé quand vous marquez sobriété foncière, on est là sur une question quand même de fond. C'est que les architectes doivent peut-être, en travaillant avec les promoteurs, avec tous les gens qui construisent les projets, etc., s'interroger sur cette question, de dire, doit-on continuer à consommer de la terre agricole ? Voilà. Moi, en tant qu'agronome, bien sûr, ça me touche personnellement et ça me touche particulièrement, bien sûr. Mais c'est également dans la perspective de dire, on va aller vers plus d'autonomie alimentaire pour la Corse. Et on sait aujourd'hui que cette question de l'autonomie alimentaire de la Corse, elle est complètement liée à la capacité à maintenir dans l'agriculture des terres en proximité des zones habitées pour pouvoir fournir en particulier du maraîchage en circuit court.
On sait que c'est un point clé. C'est un point clé. Bon, je pense que c'est important à dire, quoi, voilà. Et c'est important à réaffirmer, surtout quand on passe, on circule, et on voit les grues qui sont là, et on voit que finalement on continue à poser des blocs de béton sur des terres cultivables. Voilà. Et c'est une réalité quotidienne. Bon. Deuxième élément, si j'ai bien compris dans le projet de Fanou sur Tallone, vous utilisez aussi les différents niveaux qui sont disponibles dans le projet entre ça peut partir du bord de mer ou en tout cas des zones basses, puisque tu as parlé de vergers, d'agrumes, etc. Tu es monté sur de la vigne, tu es monté sur de l'olivier. Enfin, moi, dans ma tête, je remontais. Et donc, j'ai compris que les modules qui étaient proposés étaient posés et donc étaient supposés ne pas artificialiser le terrain sur lequel ils étaient posés, ou j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a bien une question là qui porte sur l'artificialisation ou la non-artificialisation de ces zones? Voilà. Alors oui, pour te répondre, je ne sais pas si on peut mettre à l'écran, on le voit sur les planches là-bas. Sur le terrain où ils sont implantés, c'est un terrain qui a une superficie d'une 40aine d'hectares, qui a énormément de dévers et de dénivelés, avec plus ou moins un point central à 0, et d'un côté plus 20 mètres, de l'autre côté moins 20 mètres. Mais tout cela vallonné. Au centre, un parc solaire, et tout autour cultivé. L'idée est que sur la partie qui est en dévers, qui n'est pas exploitable, la partie où on fait du pâturage, on vient implanter, un petit peu comme tu peux le voir, sur des pieux, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'artificialisation et qu'on laisse l'espace aux animaux, de façon à faire un petit peu comme faisaient les ancêtres. Alors je ne vais pas dire de la transhumance, parce que tu passes d'un champ à l'autre, mais l'idée est que pendant la période de récolte, les animaux sont soit dans le parc solaire, soit dans la partie habitée, je dirais, soit pendant la partie où on ne récolte pas et où il y a un repos végétatif, à ce moment-là, ils sont dans les cultures. Mais on reste sur un espace très faible et on fait tourner les cultures, la partie élevage. Et je partage parfaitement ce que tu as dit pour le maraîchage, parce que ça en fait aussi partie. Mais on peut par exemple prendre l'exemple des vignes, où on a des écarts de 2,80 m sur les plantations. Il reste une bande enherbée d'1 mètre au milieu, sur laquelle nous, on est en train de faire des essais pour planter du seigle, de l'orge, du lupin, des lentilles et peut-être des pois chiches. Alors, il y aura très peu de l'intercalaire. Voilà. Un petit peu comme, je dirais, de la permaculture un peu revisitée, mais de façon à, sur un même espace de 40 hectares, avoir l'équivalent de peut-être 100 ou 120 hectares de plantations qui tournent et qui, les unes après les autres, apportent à la culture suivante. Alors, la première question, elle est pour vous, Giulia Maria De Franchi. Merci de vous en saisir. Alors, moi, je vais rebondir en fait sur le plaidoyer qu'a proposé l'Ordre des architectes, que je remercie. Mais il y a eu la perche que vous venez de tendre, et puis le propos d'Alicia aussi pour parler de finalement, à travers l'architecture aussi, des circuits liés à l'architecture. Et du coup, de dire que habitat durable, c'est aussi parler écosystème, c'est parler territoire, c'est parler urbanisme et géographie beaucoup plus largement. Donc, première question, voilà, peut-on parler d'habitat durable sans situation durable, sans implantation durable? On est bien conscient à travers les interventions que vous avez faites que parler d'habitat durable, c'est parler aussi d'une localisation qui favorise la mixité fonctionnelle, qui limite les besoins de déplacement des gens et qui soit aussi favorable à la santé, puisque c'est aussi une problématique qui devient majeure en Corse, avec une obésité croissante, avec des problèmes de santé qui s'aggravent et qui sont liés à nos modes d'urbanisation en grande partie. Parler d'habitat durable, c'est aussi une localisation qui va limiter les conflits d'usage avec les espaces propices à certaines activités productives, et notamment l'agriculture, mais pas que, même l'aquaculture se fait en partie à terre. Les industries nautiques en Corse sont éloignées de l'eau parce que finalement on est dans un conflit permanent entre différentes fonctions. Ça doit être aussi une localisation qui favorise l'intégration à l'environnement au sens large. Si on impacte nos paysages, si on reprend les piliers du développement durable, est-ce qu'en définitive on transmet un cadre de vie de qualité? Non, on dégrade finalement le joyau dans lequel on est. Et tout le monde peut s'accorder à dire qu'en Corse, c'est quand même la principale des qualités, c'est notre paysage. Ça doit nous amener à une gestion des ressources
que sont le sol, mais aussi l'eau, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la majorité des zones constructibles de ces dernières années ne sont pas connectées en assainissement collectif et parfois ont même des problèmes d'adduction en eau potable, parce que la localisation n'a pas forcément été réfléchie par rapport à ces questions-là. Et donc, on doit aussi penser cette situation pour s'adapter au changement climatique et la lutte contre les îlots de chaleur. Et ça doit amener à des questions des réflexions entre la densité et les trames vertes. Et alors, on parle beaucoup de densité. C'est pas forcément la solution partout. L'idée, c'est pas forcément de construire partout la ville sur la ville. Mais pour autant, les modèles urbains historiques, on voit même, y compris dans les vieilles villes très minérales, où il y a des circulations d'air où on n'a jamais chaud, en fait, l'été. Et donc, par ailleurs, dans les quartiers plus périphériques des villes, on a des problèmes vraiment, pour le coup, de boulevards beaucoup plus larges, d'ombrage et d'absence de trames vertes qui empêchent les gens finalement de circuler de manière piétonne. À ce sujet, on constate encore qu'on construit toujours plus loin, toujours plus sur les terres agricoles, vous le disiez. Donc on consomme ces espaces-là et on repousse les populations les moins aisées, on va dire, à l'extérieur des villes de plus en plus. Tout ça alors que le parc de logement en Corse est largement surdimensionné. Vous parliez de ressources du territoire. La première des ressources, vous avez parlé aussi du patrimoine bâti tout à l'heure, la première des ressources, c'est notre patrimoine bâti. Aujourd'hui, on a beaucoup d'abandons et de vacances d'un côté. On a un surdimensionnement aussi d'une grande partie du parc de logement parce que les ménages diminuent, la taille des ménages, et parce qu'aussi on a construit ces dernières années beaucoup plus gros que ce dont on avait besoin, parfois avec une vue sur du locatif en rez-de-chaussée, du meublé de tourisme. Et on a aussi beaucoup de résidences secondaires et de meublés de tourisme de l'autre, ce qui fait qu'on est en 2019 250 000 habitants, enfin 340 000 habitants, pardon, pour 255 000 logements. Ça fait 1,3 personnes par logement. C'est pas beaucoup. On a plus de 10 000 hectares constructibles dans les documents d'urbanisme libres de construction en 2020 sur seulement 111 communes qui représentent la moitié de la population de l'île. Donc on pourrait largement là-dessus, si on se disait, voilà, ça c'est l'état de la planification urbaine en Corse en 2020, c'est qu'on pourrait doubler la population en continuant à consommer. Et c'est alors que l'urbanisation, grosso modo, de la Corse, c'est à peu près 20 000 hectares de bâti. Je ne compte pas les voiries, mais le bâti et les voiries agglomérées sans les linéaires. Et si on regarde la vacance, voilà, j'ai hésité à vous mettre une carte de la vacance. On a toujours tendance à penser que c'est des logements dont personne ne veut, dans la montagne, pas forcément les endroits où les gens veulent habiter. Mais en fait, c'est assez bien réparti sur l'île. Il y en a un peu partout. Et on en a 30 000 de logements vacants d'après les données fiscales, dont 10 000 depuis plus de 5 ans. Donc ça, voilà, c'est l'état, la situation aujourd'hui du parc immobilier. Et ça peut être appréhendé comme une chance aujourd'hui, à l'heure du zéro artificialisation nette. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on me parlait toujours du désordre foncier immobilier de la Corse, qui était un frein au développement économique, qui était un frein à tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi une chance pour les collectivités locales de facilement récupérer des biens qui sont parfois à l'abandon ou des biens qui sont même devenus sans maître pour pouvoir proposer du logement abordable. Je fais le lien sur le deuxième sujet. On n'a pas parlé d'offres accessibles. Parler d'habitat durable, c'est parler aussi de logements qui soient accessibles aux bourses et qui soient définis avec les habitants eux-mêmes. Parce que est-ce qu'on peut prétendre vraiment définir les besoins ou parler même d'habitat précaire quand on est nous-mêmes bien logés? Ça paraît un peu difficile. Aujourd'hui, là aussi, état de la situation en Corse. Si vous prenez l'Herbassiaise, par exemple, vous prenez les 60% les plus riches de l'Herbassiaise, donc pas... Et si vous faites des évaluations de crédit, sur 25 ans, au maximum, c'est 120 000 euros d'emprunt. Est-ce que vous voyez des offres de logement accessibles en Corse aujourd'hui pour ces foyers-là? Donc, inutile de vous dire que c'est les 60% les plus riches. Donc le constat aujourd'hui, alors avec les taux d'emprunt actuels qui sont évidemment beaucoup montés, le prix des matériaux qui est beaucoup monté aussi, aujourd'hui ça doit poser la question de comment finalement on met sur le marché une offre accessible et peut-être qu'il faut d'autres montages. Voilà. Aujourd'hui on a parlé beaucoup d'architecture, il y a aussi la question des montages d'accès à la propriété qui doivent être posés. Il commence à y avoir des systèmes
de bail réel solidaire, c'est-à-dire une dissociation de la propriété du foncier et de la propriété de l'immobilier. Mais on n'a pas encore beaucoup d'habitat participatif en Corse et peut-être qu'il faut accompagner et les collectivités et les particuliers sur des montages qui soient différents. Et là encore, le patrimoine bâti à l'abandon est une chance aussi pour peut-être proposer du foncier et de l'immobilier moins cher en Corse. Je poursuis. Il y a des questions aussi de mixité sociale, évidemment, et de plus en plus, on constate aussi une géographie sociale de plus en plus marquée sur le territoire, avec, je le disais tout à l'heure, des populations plus précaires qui sont rejetées à l'extérieur des villes, ou les zones commerciales qu'on a vu fleurir ces dernières années s'accompagnaient de tout un tas de logements, avec vraiment de plus en plus des situations, des différences sociales, et une géographie qui n'était pas tant marquée sur notre territoire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Je vais éviter de faire la totalité, mais vous avez beaucoup parlé du patrimoine. Et voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'habitat durable si on voit notre patrimoine tomber en ruine et si on ne le transmet pas? Moi, je ne le pense pas. Et enfin, pour terminer, habitat durable doit aussi rimer avec développement économique, que ce soit pour les filières de construction elles-mêmes, j'allais dire de rénovation principalement, puisque à mon sens, il y a beaucoup à faire dans l'habitat existant, dans le bâti existant, mais ça pose aussi la question de l'agriculture et plus largement en fait des ressources que l'on utilise, qui sont très souvent pour l'ensemble de l'économie du territoire, des ressources extérieures. On finit par tout importer. Et finalement, est-ce qu'on peut habiter durablement un territoire lorsqu'on consomme tout à l'extérieur ? Donc, moi, je vous amène à une conclusion aussi, qui est un peu notre travail à l'agence, notre vocation d'être. Habiter durablement, ça pose des questions qui sont tellement larges et transversales, en fait, que ça doit nous amener à planifier et à programmer aussi, à connaître. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on le connaît mal, malgré tout, ce parc de logement. On en parle beaucoup pour fouiner beaucoup dans les données en ce moment sur divers diagnostics. On a des chiffres qui sont de manière drastiquement différente. Ne serait-ce que le nombre de logements par territoire ne va pas être le même, selon si on regarde l'INSEE ou les fichiers fiscaux, mais dans des proportions très importantes. Le nombre de logements vacants, moi, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, ça vous a paru important. Si vous regardez les chiffres de l'INSEE, on n'en a quasiment pas encore, en fait, des logements vacants. Alors que force est de constater que si vous vous baladez dans les villages, dans l'intérieur, et même dans certains quartiers, même à la sortie de notre bureau à Ajaccio, en plein Ajaccio, il y a une bâtisse qui est clairement à l'abandon depuis de nombreuses années. Donc, il y a un sujet programmation, planification. Pour ça, il faut partir des besoins et des ressources, donc en les étudiant et en construisant les réponses avec les habitants et les partenaires. Et donc, voilà, l'agence de l'urbanisme a vocation à accompagner les collectivités locales avec des partenaires dans cette dimension-là, dans cette voie-là, pour mieux valoriser le parc existant et pour aller aussi vers plus de modération, tant de la consommation du foncier que des ressources en général. Merci pour votre présentation claire et exhaustive du Maria de Franchi. 2 micro-questions et on passe à la table ronde suivante. Jean-Luc, je pense qu'on va parler de la qualité de l'air. Donc Jean-Luc Savy, je suis directeur de Qualitaire Corse, qui est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Je voulais juste faire une petite remarque et m'adresser au premier intervenant au niveau architecture. Il a été évoqué notamment la nécessité, avec les changements climatiques, de mieux isoler, vous le savez aussi. On a parlé aussi de qualité de vie, et j'ai pu noter un bon ensoleillement, hauteur sous plafond, etc. Moi, je voulais parler aussi de qualité de l'air intérieur, nécessité aussi d'aération et de ventilation des bâtiments. Alors ça paraît évident dans tous les bâtiments, mais c'est d'autant plus important en Corse, avec notre problématique. On sait qu'on a à peu près 4/5 du territoire où il y a un risque radon. Et donc, ça devient vraiment un problème de santé publique en Corse de penser, quand on pense architecture, rénovation et même bâtiments nouveaux, à ce qui est une nécessité d'un renouvellement de l'air qui soit de façon très importante par rapport à cette problématique, notamment du radon en particulier. Voilà, c'est juste une remarque. Et une dernière question, à moins que vous ayez envie de commenter ce qui vient d'être dit. Bonjour, c'est plus un constat de ma situation actuelle. Donc, je suis particulière avec mon compagnon qui est architecte, Thibaut Dini.
Nous avons un projet d'éco-construction à Santa Lucia di Mercurio, à un quart d'heure d'ici. On est en terrain de 7000 m², des anciennes terrasses de la famille de Thibault. Et du coup, c'est un projet construction GREB. Je ne sais pas, vous connaissez, c'est une technique canadienne c'est pas mal développée en France, partout, dans des différents climats, des zones vraiment partout. C'est un ossature bois, isolant paille, donc des bottes de paille, des murs dans 50 cm avec des amortis et après l'enduit, ce que vous souhaitez. Voilà, donc de l'extérieur, c'est une maison standard. De l'intérieur, les murs sont faits avec des bottes de paille. Donc, on lance ce projet. On a notre maison plus 2 cabanes pour mettre en location parce qu'on est au pied de marais à marais. Donc, on veut redynamiser notre village, faire un écolieu et faire l'écotourisme et compagnie et essayer d'attirer plus de gens vers le marais à marais parce que politiquement, ils nous disent bon, le tourisme, il faut amener plus au village, il faut redynamiser les villages, il faut amener les jeunes au village. Voilà, l'éco-construction, vivre durablement. Ok, super. Donc, on touche tous les cases. On prépare un dossier, un projet. Moi, je suis en éco-gestion de projet, c'est mon truc. On a le PowerPoint, le budget, tout. Toc, toc, agence d'urbanisme. Pourriez-vous nous aider à financer quelque chose avec ce projet? Ah non, c'est dans la construction neuve. Je suis désolée. Très bien. Toc toc, l'ODARC, Office d'environnement, parc, on vous souhaite utiliser le pan de la riche, on va utiliser la paille à la plaine du prison. Est-ce qu'on peut avoir des subventions? Ah non, je suis désolée, vous tombez pas dans nos cases. Super. Toc toc, l'ATC, on a un projet d'éco-construction. Vous disiez que vous souhaitez qu'il y ait plus de gens sur la marée à marée et compagnie. Ah ben non, en fait, vos cabanes, ça rentre pas dans vous pouvez pas faire étoilier 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà, on peut pas. On rentre pas dans les normes handicap. Je suis désolée, mon village, il y a personne handicapé qui me peut mettre. Je peux pas dire pied, mais voilà, on peut pas accueillir malheureusement. Hein. Mais voilà, le projet qu'on a conçu, c'était pas le terrain, il fait ça. Je peux pas trop accueillir. Voyez, donc à chaque porte que j'ai tapé, personne souhaite nous filer un coup de main financièrement. Après les banques, on fait l'autoconstruction, donc pareil, on n'a pas eu de prêt. Donc là, on va faire un prêt participatif parce qu'il faut trouver des moyens innovants de créer ce projet parce que ce projet nous tient tellement à cœur. Et voilà, donc c'était juste pour constater, pour les particuliers, c'est extrêmement difficile. C'est chouette qu'on a ce genre de journée, mais quand les gens essaient d'être innovateurs, mettre les choses en place et que derrière le public, côté public, bon, là vous êtes archi, c'est pas votre faute, hein, mais je veux dire, mais voilà, c'est le constat actuel, c'est que voilà, personne souhaite nous aider financièrement et après, ce que je crains, c'est on va finir ce projet. Ah, c'est super ce que vous avez fait. Nananina. Ok, mais où vous étiez au début? Voilà. Donc nous, on va persister. On commence la fondation bientôt et tout. On va le faire. Mais juste, voilà, quelle éco-construction? Comment, si personne souhaite nous aider? Voilà. Merci à vous de votre question. Je me permets une réponse. Vous avez parlé de l'AUE, mais de toutes les portes auxquelles vous avez tapé. Mais vous le voyez depuis ce matin, ça a été évoqué. C'est vrai que les priorités vont aujourd'hui à la rénovation et c'est d'autant plus pertinent en Corse que, je viens de l'évoquer, on a un parc très très important à l'abandon et je suis persuadée que quand vous regardez à Santa Lucia di Mercurio, il y a des tas de bâtiments qui sont aujourd'hui sans vocation. Je comprends que depuis votre prisme, mais vous n'êtes pas la seule. La Corse est une terre de propriétaires. On a tendance souvent à croire qu'il y a beaucoup de propriétés publiques. Non, c'est une terre de propriétaires. On a un morcellement foncier très important avec essentiellement des propriétaires fonciers et des projets comme les vôtres. Peut-être le vôtre est plus innovant en termes de construction, mais en fait des projets comme les vôtres de personnes qui veulent à un moment donné faire une nouvelle construction sur des terrasses en continuité du village avec probablement un logement touristique. Je vous assure qu'il y en a beaucoup en fait. Et bon, la politique c'est aussi de prioriser où vont les budgets et il se trouve qu'il y a un parc, un patrimoine bâti aussi très important et voilà, après les choix sont faits par les politiques. Il se trouve que
Sur ce point-là, moi, le fait de prioriser le patrimoine bâti existant, je le partage parce que j'ai été formée et moulée à la modération de la consommation foncière, parce qu'on a un patrimoine aussi important et qu'il serait malheureux de continuer à construire et à voir ce patrimoine tomber à l'abandon. Merci à toutes et à tous de votre participation. Restez avec nous.